Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Je vais attendre un peu que tout le monde vienne au fur et à mesure. Bienvenue tout le monde dans cette session. Donc un peu plus axée sur pour les documentalistes. Donc là, on n'est pas du tout sur une session chercheur, mais plus ouais, voilà, sur tous les services qui font de la bibliométrie, les documentalistes, ou ceux qui sont intéressés de savoir comment marche le profil institutionnel de Scopus. Le but ici, ça va être, je vais vous montrer directement, de tout d'abord voir dans les grandes lignes ce que c'est Scopus et comment ce système détermine les affiliations. Ensuite, on ira directement analyser un profil institutionnel. Comme ça, je vous montrerai les différentes sections. Excusez-moi, ma voix est enrouée. Et, euh, et ensuite, je vais vous montrer quelques clés pour analyser sa production scientifique et avoir la main sur son profil, donc corriger et compléter son profil. On a la section questions-réponses directement Q&A, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, mais j'en réponds à une qui va sûrement être posée rapidement. Oui, il y aura des certificats de présence que vous pourrez retrouver sur Researcher Academy. Je vous enverrai un mail avec la présentation, l'enregistrement, et vous pourrez tout avoir par la suite. Donc si à un moment vous manquez quelque chose, il n'y a pas de souci. Donc commençons sans plus attendre. Je vais d'abord faire le rappel classique que je fais à chaque fois, cette slide, si vous avez déjà vu mes webinaires, vous l'avez déjà vu passer. Euh, donc, en gros, c'est pour décrire Scopus et le fait que surtout Scopus, c'est plus de 7000 éditeurs dans cette base de données. Donc, Elsevier, c'en est qu'un. Ça fait partie ça constitue 10% de la base de données quand même, ce qui est énorme. Mais ces 7000-là nous envoient leurs revues, leurs conférences, leurs livres, etc. Et ce qui constitue 98 millions, même quasiment 100 maintenant, parce que les données datent de juillet 2024. On est quasiment à 100 millions de documents sur la base de données. Et ces documents-là vont être ensuite scannés. Donc, on va récupérer les métadonnées liées à ces documents, on va récupérer les signatures, etc. Et on va alimenter ou créer les profils d'affiliation que vous voyez ici et les profils d'auteur. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les profils d'affiliation. Mais il est intéressant de rappeler que c'est une approche qui est qu'on appelle ascendante, bottom-up. Donc en gros, on va toujours partir du document pour ensuite déterminer les affiliations et les auteurs. Et une fois qu'on a déterminé ça, je vous montrerai tout à l'heure directement sur Scopus, mais tout sera connecté. Donc toutes les affiliations auront une liste d'auteurs et une liste de documents. Tous les auteurs auront des affiliations et des documents, etc. Donc tout ça va être interconnecté, mais en tout cas, on part toujours du principe que euh, on récupère le document et on alimente notre base de données. Donc, en faisant ça, euh, on va heurter un réel défi qui est de taille au niveau mondial, c'est que beaucoup d'organisations ont des noms identiques. Donc, on a par exemple l'université, là j'ai pris quelques exemples au hasard, mais il y en a plein, l'université de Kingston qui est à Kingston, donc en Jamaïque, et l'université de Kingston qui est à Londres. Donc ça, des fois, ça peut être un défi de repérer quelle est la bonne université dans une signature, etc. Et pareil, on a un cas de nos amis belges sur la Vrije Universiteit van Brussels et l'Université libre de Bruxelles, qui veut dire exactement la même chose, qui veut dire université libre, et qui se trouve dans la même ville. Donc là, à ce moment-là aussi, c'est un réel défi, et ça me permet de vous montrer un autre défi de taille, ce sont les signatures en soi. Parce que chacun, en fonction euh, de ses guidelines, de l'éditeur, etc., va signer d'une manière euh, qu'il va falloir interpréter par la suite. Donc, notamment, je reprends le cas de l'ULB, de l'Université libre de Bruxelles. Donc, on a les acronymes, bien sûr, qui doivent être. Donc, nous, on doit comprendre que l'acronyme correspond bien à l'Université libre de Bruxelles, mais également quand quelqu'un va signer Free University of Bruxelles, ce qui est le cas souvent, là, à ce moment-là, à laquelle on attribue ce, ce document. Donc, ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est un vrai défi et c'est ce qu'on essaye de faire via différents systèmes. Donc là, j'ai jugé intéressant de mentionner cette base de données et comment on fait dans notre back-office. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout en détail parce que je ne suis pas ingénieur et ça serait trop long et pas forcément intéressant. Mais je voulais mentionner euh,
qu'on a une base de données qui s'appelle OrgDB, qui est une base de données interne d'organisation soigneusement élaborée et qui c'est une sorte de backup technique pour Scopus. Donc vous n'allez jamais le voir sur Scopus, jamais le mentionner, mais nous, c'est une base de données en fait qui est une combinaison d'algorithmes et de curation manuelle. Donc on a une équipe qui s'appelle Curation qui va s'occuper que de ça et qui va travailler sur ce fameux OrgDB. Donc, par exemple, l'enregistrement OrgDB d'une organisation, ça va comprendre des noms, des adresses, des relations avec d'autres organisations et diverses manières dont elles sont mentionnées par les auteurs dans les publications, ce qu'on va appeler les name clusters. Retenez ce nom parce qu'on va le voir plus tard dans tout ce qui est nettoyage et correction de profil. Donc voilà, donc quand on reçoit un document dans la base de données, donc c'est environ 13 000 par jour, les algorithmes travaillent avec OrgDB pour déterminer si les documents doivent être liés ou attribués au profit d'une organisation particulière. Donc, tout à l'heure, on voyait le cas avec l'ULB. C'est grâce à OrgDB qu'on arrive à comprendre que ULB égale Université libre de Bruxelles, par exemple. En plus de cela, au sein des organisations, on y attribue des relations. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses que vous ne verrez jamais, comme OrgDB, mais c'est intéressant aussi de comprendre un peu les différents types de relations qu'on peut avoir et, euh, et de voir un peu comment elles sont affiliées, en fait, ces organisations entre elles. Donc là, ici, on a la liste des relations qui attribuent à une organisation B les documents d'une organisation A. Donc quand elle est part of, par exemple l'école polytechnique qui fait partie de l'Institut polytechnique de Paris, quand elle est merge with, pardon, donc ça c'est la fusion de deux institutions, donc par exemple Paris Descartes et Paris Diderot ont ce statut merge with pour créer Paris Cité. Donc en fait, on va garder dans OrgDB tous les anciens noms et on va comprendre que cette université, donc quand quelqu'un va signer par exemple Paris Descartes, si quelqu'un est nostalgique ou on retrouve, enfin, je sais pas, pour X ou Y raison, ça va s'affilier correctement à Paris Cité. Rename as, donc ça c'est clairement quand une université change de nom, donc pour des soucis de visibilité, vous le savez, à l'international, on sait qu'il y a des institutions qui changent souvent de nom, qui mettent des acronymes, des choses comme ça. Donc on met cette relation en interne afin de s'assurer que toutes les variantes, anciennes ou nouvelles, sont bien prises en compte. En plus de ça, on a Affiliated Attribute Table, qui est un peu plus compliqué. Je vais essayer de faire simple, mais en gros, une organisation A est Affiliated Attribute Table, pardon, à une organisation B, lorsque A est juridiquement indépendant de B, mais A est très étroitement lié à B à des égards bien importants, de sorte à ce que l'attribution de A à B soit appropriée. Donc, ce type de relation, pour essayer de faire le plus simple possible, même si ce n'est pas 100% des cas, mais c'est généralement utilisé dans le cas d'un hôpital et d'une université. Et encore, les deux dernières relations que je voulais vous montrer, on a du sponsor by, donc ça c'est une entité B qui finance une entité A, et John Lee owned by, pour faire simple, c'est le cas des UMR en France. Donc c'est, comme son nom l'indique, conjointement possédé par plusieurs institutions. Donc à ce moment-là, on va pouvoir les retrouver dans la structure de chaque institution qui possède cette UMR. Je voulais faire cette slide pour les Français, juste pour vous dire que nos équipes Curation, elles sont au courant, elles sont faites des sites ministériels, des sites officiels pour pouvoir, par exemple, déterminer quelles sont les co-tutelles d'une UMR, etc. Donc n'hésitez pas, quand vous faites un changement, tout à l'heure on verra sur les PW, à mentionner ces sites-là, ou notamment le RNSR, qui est un répertoire national, et qui permet aux équipes de curation d'encore mieux comprendre et d'aller encore plus vite parce que vous parlez du même site à ce moment-là et elles n'ont pas à vérifier plusieurs informations en français. Donc maintenant, on va aller sur Scopus directement. Ce que je vais vous demander de faire, c'est juste mettez-moi dans le chat une université, une institution à laquelle vous voulez, enfin, sur laquelle vous voulez analyser. Et comme ça, je pourrais prendre cet exemple-là et tirer au sort l'université. Alors, excusez-moi, je vais sur Scopus et j'ouvre le chat. La Sorbonne. Bon, allons pour la Sorbonne. Alors, Sorbonne. Donc ici,
je vais pas refaire un cours, pardon, sur Scopus. On a différentes... Attendez, je reviens. On a différents onglets. Donc, c'est l'onglet organisation. Donc, organisation, vous le retrouvez aussi sous le terme affiliation ou institution. Donc, on a la Sorbonne. Désolé, il fait un peu froid. J'ai pris, j'ai pris froid un peu. On va aller sur Sorbonne Université. Je ne vais pas m'étouffer. Et on va aller directement sur le profil. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver sur un profil d'affiliation? Donc, tout d'abord, on a son nom, on a son adresse principale. Bien sûr, il y a plusieurs campus, mais c'est une adresse principale. On a le numéro Scopus. Donc, ça, c'est intéressant pour tout ce qui est correspondance avec nous ou avec les équipes. Pour faire, c'est votre AF ID si vous êtes un peu dans la recherche avancée. Ça va vous permettre d'opérer une recherche. Et, euh, et voilà, donc en gros, c'est le numéro que vous allez trouver directement ici, votre numéro unique. Ensuite, vous avez l'ensemble des documents qui sont rattachés à Sorbonne Université. Donc ça fait partie des documents qui sont signés sous Sorbonne ou sous les affiliations qui sont dépendantes de la Sorbonne. Tout à l'heure, je vous ai montré les relations, donc clairement des UMR, des labos, des campus, etc. Donc directement des comptes qui sont liés, qui vont alimenter ce nombre total de documents. Le nombre d'auteurs qui ne sont pas actuellement à la Sorbonne, mais qui ont publié, donc d'auteurs différents qui ont publié à la Sorbonne, tout est cliquable, hein. Dès que vous voyez souligné comme ceci, vous pouvez ensuite cliquer dessus et, par exemple, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, ça va vous sortir une page de recherche, une page de résultats, pardon, euh, qui donne tous les documents de la Sorbonne pour ensuite l'analyser. Ce sera la seconde partie de ma présentation. Donc, laissons ça de côté. Ensuite, vous pouvez, donc ça c'est intéressant, il faut que vous soyez connecté, donc vous ayez votre nom, vos initiales en haut à droite, mais vous pouvez faire en sorte que tous les mois, toutes les semaines, ou tous les jours, si vous voulez vraiment avoir des updates régulières, vous pouvez décider, par exemple, de recevoir un email qui va vous récapituler tous les derniers documents qui ont été ajoutés à votre institution. Donc comme ça, vous n'avez pas à revenir à chaque fois, à refaire la recherche et à comparer avec vos listes ce qui a changé, ce qui s'est rajouté, etc. Ça peut être toujours très utile. Et vous pouvez aussi, en faisant semi-colonne, vous pouvez directement, mais dis donc, excusez-moi, vous pouvez rajouter des noms de vos collègues et faire en sorte d'avoir un email pour plusieurs personnes. Pareil, ça peut être toujours utile et vous pourrez gérer ensuite cette alerte directement dans votre espace. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais, euh, mais c'est quelque chose qui est assez important. Le edit profile ici, on le garde pour plus tard. Ça sera pour corriger en fait les informations, ajouter, modifier directement votre institution, enfin les informations de votre institution. Donc ça, on verra ça. Et ici, on a différentes sections. Donc d'abord, on a la section documents qui va récapituler tous les documents, soit par subject area, qui est discipline. Donc vous avez physique et astronomie, par exemple, à la Sorbonne, médecine, donc c'est classé par ordre décroissant de nombre de documents. Donc on a les grandes disciplines, et ça vous permet de voir et de cliquer dessus aussi. Donc en cliquant, ça va vous donner la liste des documents de la même manière que quand j'ai cliqué sur la liste totale des documents. Donc voilà, ça va vous permettre de voir quels documents sont en physique, quels documents sont en médecine, etc., pour un peu plus regarder et analyser par la suite cette production scientifique un peu plus ciblée. Vous avez également un camembert pour représenter graphiquement ce, cette répartition. Et également, si vous cliquez sur source, vous pourrez avoir la liste des sources Scopus. Donc, ce qu'on appelle source, c'est l'ensemble du contenu Scopus, donc des livres, des revues, etc., qui sont sur Scopus. Petit rappel au niveau du site Scopus, c'est que nous, on ne prend pas toutes les revues et tous les livres du monde entier. On a
processus de sélection. Bon, on a quand même 100 millions de documents, donc c'est énorme, mais on a un processus de sélection qui est, et de réévaluation aussi, donc pour voir si la revue reste sur Scopus, donc qui est opéré par le Content Selection Advisory Board, qui est un comité d'experts indépendants à Scopus, qui va décider si oui ou non les revues restent ou rentrent sur, euh, sur notre base de données. Ça permet d'avoir un aspect très qualitatif. Donc ici, on peut avoir voilà, les principales sources Scopus dans lesquelles l'Université de la Sorbonne a publié. Pareil, par ordre décroissant, je peux bien sûr le changer si je veux, et je peux également l'exporter. Tout comme je peux exporter la liste en fonction des disciplines, ça va me donner un tableau avec ces données-là. Et à chaque fois, si je veux aller un peu plus loin, je peux toujours cliquer ici et faire en sorte de regarder les documents en question et de les analyser par la suite. J'insiste là-dessus parce que toutes ces sections bleues permettent, permettent de mieux piloter votre recherche et permettent aussi d'analyser ces résultats-là, donc c'est très important. Nous avons également structure. Donc ça, la structure, ce qu'on appelle également hiérarchie, ça va donner voilà, la liste en fait, de tous les labos dans ce cas-là, ou de quoi Sorbonne Université fait partie. Dans ce cas-là, elle ne fait pas partie d'une structure particulière, mais par exemple, si c'était École Polytechnique, elle aurait été en dessous de Institut Polytechnique. Et là, à ce moment-là, on a en fait tous les labos, comme je disais tout à l'heure, toutes les sous-sections, et toutes celles-là sont cliquables, et en fait, ce sont également des profils d'institutions. Donc là, à ce moment-là, on va pouvoir également analyser un profil plus en détail, un labo plus en détail. Donc, ça peut être utile de regarder dans structure et de comprendre en fait la structure aussi de la Sorbonne. Et vous voyez, même des, des institutions enfants, ce qu'on appelle, ont également des enfants. Donc, vraiment, on peut aller loin dans la granularité et dans l'analyse de laboratoires et, euh, et de voilà d'hôpitaux, etc. La somme de tous ces labos, de toutes ces institutions, plus bien sûr les documents qui sont signés Sorbonne, vont apparaître dans ce total-là. Donc quand vous faites une recherche, ceux qui connaissent un peu la recherche avancée, vous voyez qu'on ne prend pas en compte seulement l'affiliation de la Sorbonne, mais l'affiliation de la Sorbonne et de toutes ces institutions enfants. Donc, voilà. Ensuite, nous avons collaborateurs. Donc, bien sûr, on n'est pas sur Saival, on ne va pas avoir des outils bibliométriques très très poussés, mais grâce aux collaborations, quand même, on va pouvoir comprendre avec qui on collabore le plus, avec qui la Sorbonne collabore le plus historiquement. Et par exemple, on voit bien sûr le CNRS qui est énormément présent en France, mais on a l'INSERM, la PHP, etc. Et ça va permettre, en fait, en cliquant dessus, ici, d'avoir un set de publications, donc d'ouvrir une page de recherche et d'avoir les publications en question pour pouvoir ensuite, par exemple, les analyser et regarder sur quel domaine, sur quelle discipline on collabore avec l'INSERM, par exemple. Donc, comme je disais, c'est pas Saival, on va pas aller très loin, mais ça permet de voir, d'avoir ce genre de cas d'usage et de pouvoir en fait piloter, pouvoir comprendre quels sont voilà, les différents sujets, quels sont les documents avec, et concernant nos collaborations avec différentes institutions. Et enfin, euh, l'onglet SDG, donc ODD, Objectif de développement durable. J'ai fait tout un webinaire sur comment Elsevier soutient la recherche au développement durable via les outils Scopus et Saival notamment. Donc ça, je vous laisserai regarder cette vidéo pour avoir énormément de détails là-dessus. C'est 1 heure de, d'explications et de techniques sur analyser sa production scientifique liée aux ODD. Mais ici, vous avez un très bel onglet qui permet déjà de répertorier donc, vos documents au sein des ODD. Donc là, on voit par exemple que, bon, toujours, hein, le numéro 3 est toujours très bien représenté, mais on voit que voilà, la plupart des documents de la Sorbonne rentrent dans l'ODD numéro 3. Donc ça va être assez utile. Notamment, ce mapping-là est utilisé par THE pour les classements. Donc, donc voilà, c'est assez utile.
Et pour après, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez aller dans Saival directement et regarder plus en détail quels sont les documents. Mais si vous cliquez ici, vous avez la liste de documents en question. Bon, il y en a beaucoup. Et voilà. Mais je vous conseille vraiment de regarder mon webinaire sur les ODD parce que ça va vous donner beaucoup plus de détails et beaucoup plus de techniques et des astuces pour comprendre votre production scientifique autour des ODD. Donc voilà. Là, j'ai fait le tour des différents onglets, des différentes sections. Donc n'hésitez pas, bien sûr, dans le Q&A à me rajouter des questions et à la fin, on pourra reprendre ça ensemble et voir si, voilà, s'il y a des choses à rajouter euh, pour que vous compreniez mieux. Et je vais directement regarder, analyser en fait la production scientifique d'une institution. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, j'insistais vraiment sur le fait que tout est cliquable ici et que vous pouvez directement analyser la production scientifique sous un certain angle. Donc sous l'angle d'une collaboration, sous l'angle euh, d'une discipline particulière. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rester assez général aujourd'hui. Comme ça va vous donner une vision d'ensemble de ce qui est possible de faire sur Scopus au niveau de l'analyse de sa production scientifique au sein de son institution ou de l'institution d'autrui, hein. Vous pouvez faire ça sur n'importe quelle institution sur Scopus. C'est pas forcément un secret. Donc là, une fois que j'ai cliqué ici, j'ai cette page de résultats. Donc là, ça va me donner 350 000 documents qu'a produit la Sorbonne depuis sa création. Donc, très bien. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est un peu de redéfinir ma recherche, de filtrer, de faire des choses qui permettent quand même euh, d'étudier un cas particulier. Donc là, prenons un exemple. Je veux la production scientifique des 4 dernières années. Donc, je vais mettre 2020-2025. Là, j'en ai un peu moins des documents. Et je voudrais des documents qui ne sont pas en mathématiques, par exemple. Donc, je vais exclure les mathématiques. C'est vraiment un exemple, hein, c'est peut-être bête. Voilà, je veux des articles et qui sont en open access, par exemple. All open access. Limite tout. Là, ça va alimenter ma recherche, ma requête. Vous voyez, j'ai rajouté des petites expressions. Cette requête peut être sauvegardable ou vous pouvez faire une alerte directement aussi. Comme ça, vous la gardez de côté. Vous n'avez pas à la retaper tout le temps. Ça vous permet de revenir rapidement sur cette page. Donc là, j'ai mes documents. Bon, là, j'en ai beaucoup. Si vous êtes une institution un peu plus petite, peut-être que vous n'aurez pas 35 000 sur les 4 dernières années. Ce sera plus lisible. Et à ce moment-là, vous pourrez peut-être le reclasser par, je sais pas, les documents qui ont le plus de citations. Et ensuite, regarder un peu les abstracts ou les résumés, aller sur les pages directement des documents. Donc faire un peu comme vous faites sur Scopus naturellement quand vous cherchez un sujet en particulier. Et vous pouvez également prendre cette liste et l'exporter en CSV, donc pour vos listes, pour votre gestion en interne de vos, de votre recherche et de vos documents de recherche pour votre institution. Vous pouvez également alimenter des RIS, donc the Research euh, Information System, et enfin exporter sur Saival. Saival, qui je le rappelle, est l'outil d'analyse bibliométrique d'Elsevier, qui est basé sur la base de données Scopus. Donc voilà, ça vous pouvez le faire et vous pouvez aussi télécharger les documents s'ils sont dispo. Voilà, c'est de l'open access, donc pourquoi pas. Et moi, ce qui m'intéresse ici, surtout pour l'analyse, parce que c'est un peu le titre d'aujourd'hui et c'est ce qu'on va voir, c'est pour l'analyse de mon institution, il y a encore ce bouton que je vous avais présenté lors de mon premier webinaire, ceux qui étaient là sur trouver une revue intéressante pour son manuscrit. Analyze Result est un petit bouton et qui recèle énormément d'informations. Donc là, on attend un peu, mais ça va nous ouvrir une page de résultats. Donc ça va retaper la requête en cours. Et cette page-là va permettre en fait d'analyser directement l'ensemble des documents sélectionnés. Donc l'ensemble de la production en excluant les mathématiques de la Sorbonne sur les 4 dernières années en open access, dans ce cas-là. Donc ça montre le nombre de documents par année. On voit qu'il est un peu en déclin depuis 2021. Bien sûr, 2024, il faut attendre que l'année soit complète. Comme je disais au début, on a plus de 7000 éditeurs. Donc parfois, certains sont un peu en retard et nous envoient
leur, euh, leur production de 2024 un peu après la fin de l'année. Donc voilà, il faut souvent attendre début du printemps pour avoir une année complète. Et naturellement, 2025, on est en février, donc c'est normal que ça plonge. Ça, c'est pas très grave. Mais voilà, on voit un peu la tendance au nombre de documents, ce qui est cliquable aussi, donc on peut toujours analyser encore plus cette année-là particulièrement, par exemple. Vous avez le document, alors pardon, les sources. Donc, quelles sont les revues en open access dans lesquelles les scientifiques de, de la Sorbonne ont publié le plus pendant ces années-là. Elles sont cliquables également. Vous pouvez analyser une source directement, donc voir un peu le site score, etc. Et également voir les documents en question. Vous pouvez voir quels sont les auteurs qui sont les plus représentés dans ce set-là. Donc, quels sont les auteurs de la Sorbonne qui ont le plus publié dans ce set de publications qu'on a définies en préalable. Quelles sont les affiliations? Bon, là, dans ce cas-là, c'est moins important parce qu'on cherche déjà à la Sorbonne. Donc, bien sûr, la Sorbonne sera en premier. Et ça vous montre ensuite le 2, 3, 4, 5 avec qui vous allez plus collaborer, qui sont les plus présents sur ces publications-là, si vous excluez la vôtre. Euh, voilà. Ensuite, document by country. Donc ça vous permet de voir en fait avec qui vous avez collaboré le plus en termes de pays, si vous excluez vous-même, donc à l'international. Donc ça vous permet de voir aussi que c'est avec les États-Unis que vous avez le plus collaboré à la Sorbonne. Et bon, type de document, j'ai choisi déjà article, donc c'est normal qu'on ait 100% d'articles, mais ça vous permettrait de voir aussi les types de documents. Subject area, ça permet de redéfinir un peu ce camembert-là qu'on avait vu auparavant, parce que le camembert qui est sur votre profil institutionnel, il est bien, mais il montre toute la production scientifique globale depuis le début. Là, si vous avez redéfini une certaine fourchette d'années, etc., ça vous permet d'avoir le détail sur cette fourchette-là. Donc, de voir, par exemple, qu'en médecine, il y a un peu moins de médecine, mais un peu plus de, je sais plus exactement les données, mais de physique, par exemple. Donc, on peut voir que sur le open access, il y a un peu plus de disciplines qui sont représentées que d'autres par rapport à la publication, à ce qu'on avait sur la page ici. Et funding sponsor, donc, qui finance le plus ces documents-là, qui a le plus financé ces documents-là. Donc, on a la Commission européenne, l'Agence nationale de la recherche. Donc, tout ça, ça permet aussi de voir qui sont les entités qui financent ces documents-là. Donc, au final, vous voyez, ça peut être tant ce champ de recherche-là, une collaboration, euh, un set de documents dans une discipline. C'est assez important de savoir analyser et de savoir trouver ce bouton Analyze Search Result, parce que ça va vous permettre de piloter quand même pas mal votre, votre institution, enfin la production scientifique de votre institution, ou au moins voilà, de regarder. Et ça vaut également comment dire, pour, euh, pour un profil de chercheur, pour un champ de données bien particulier. Donc vraiment, c'est Scopus. Après, je vais pas faire un cours de Scopus, mais pour votre institution, c'est assez important. Ensuite, je vais faire la dernière partie et je pourrai répondre à vos questions. Donc, il nous reste un quart d'heure, c'est suffisant. Euh, je vais aller assez vite parce qu'au final, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, même si c'est très important. C'est qu'on laisse la possibilité aux institutions d'avoir la main sur leur profil. Donc, il faut bien sûr que vous ayez un abonnement Scopus, mais une fois que vous avez votre abonnement Scopus, vous pouvez demander accès à l'IPW, Institution Profile Wizard. Donc, si vous êtes en France, vous pouvez m'envoyer un message à Sarah ou à moi-même. Et si vous êtes au Maghreb, vous pouvez envoyer à Bishoy cette demande-là. Mais en gros, on estime que c'est assez limité. Il faudra remplir euh, un tableur, enfin, un tableau avec votre nom. Il faudra remplir certaines sections et au niveau légal, en fait, signer un papier pour dire que voilà, vous avez la responsabilité de ce que vous avancez. Mais après ça, vous aurez accès à l'IPW en question. C'est réservé aux documentalistes, pas plus de deux trois personnes par institution. Vraiment, on essaie d'être limité parce que sinon, ça peut partir dans tous les sens. Et le but, c'est que vraiment qu'il y ait les personnes responsables
qui a accès à cette modification de leur profil, hein. Vous ne pouvez pas faire ça sur tous les profils. Ça doit être affilié à votre université. Donc, par exemple, si vous êtes de la Sorbonne en- et que vous êtes documentaliste, vous pouvez directement demander ça et avoir ce fameux Edit Profile. Donc, une fois que vous avez accès à l'IPW, vous pouvez cliquer sur Edit Profile sur votre profil et, euh, et vous allez tomber là-dessus. Donc, vous allez tomber sur trois sections, trois principales sections. Donc, vous avez Modify Hierarchy. Tout à l'heure, j'ai parlé de hiérarchie, j'ai également parlé de structure, c'est la même chose. Donc, en gros, vous allez avoir la liste de vos laboratoires, la liste des différentes affiliations qui sont rattachées à la Sorbonne. Et, par exemple, je ne sais pas, si le centre d'études médiévales anglaises ne correspond pas à la Sorbonne, en fait, on s'est trompé, il y a eu un souci, vous pouvez directement supprimer cette affiliation et faire en sorte qu'elle n'existe plus dans la liste de vos laboratoires. Donc, ça va vous permettre, en fait, de vraiment refléter la réalité sur votre affiliation, sur la structure de votre affiliation. Par exemple, en vue de préparation de classement THE, voilà, qui va reprendre les données de l'institution sur Scopus. Et également, si vous voyez qu'il y a un laboratoire, donc un compte qui existe sur Scopus, mais qui n'est pas dans votre structure, qui n'est pas dans votre hiérarchie, vous pouvez faire Add Affiliation to Hierarchy. Donc là, je vais en prendre un au hasard, hein. Je vais prendre une UMR, par exemple UMR, peut-être, je sais pas, voilà, celui-là. On va dire que ça devrait être sous la Sorbonne et on peut l'ajouter directement. Et ensuite, oula, pourquoi ça me fait. Bon, je vais juste revenir rapidement en arrière, parce que un peu trop sélectionné. Bon, voilà. Je vais reprendre mon UMR. UMR 7. Là, je vais la glisser, par exemple ici, dans ma structure. Et ensuite, une fois que je la glisse, il va me demander, en fait, là, rappelez-vous un peu des relations. Ça vous dit quelque chose? Jointly own, des choses comme ça. Ça va vous dire, en gros, est-ce que votre affiliation, est-ce que vous la contrôlez totalement ou est-ce que ou est-ce que c'est une co-tutelle? Donc, est-ce que vous partagez la responsabilité? Là, si je suis paricité, par exemple, je dis que c'est partially owned parce que c'est une UMR, donc elle est conjointement euh, affiliée à mon université. Et ensuite, vous pourrez par exemple mettre le lien du ministère que je vous ai montré tout à l'heure, le RNSR, qui permet de justifier la présence de cette UMR au sein de votre... je vais faire un test, hein, au sein de votre affiliation. Donc voilà, et une fois que vous avez supprimé et ajouté ce que vous voulez, donc je vous conseille vraiment de tout faire en même temps, parce que à chaque fois que vous cliquez sur Review, Change and Confirm, vous allez devoir attendre une vingtaine de jours avant que les changements se fassent, ou qu'on vous dise en final non, parce que c'est pas vrai. Mais il va falloir attendre un certain laps de temps. Donc, et pendant ce laps de temps-là, vous allez être bloqué. Donc, vous ne pourrez pas refaire de changement. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'opérer à tous les changements en même temps. Donc, s'il y a des suppressions à faire ou des ajouts, de tout faire en même temps. Donc là, je peux rajouter une autre affiliation, en supprimer une autre, etc. Et ensuite, cliquer sur Review Change. Comme ça, vous n'allez pas être bloqué 21 jours environ, hein, c'est pas 3 semaines, quoi, pour avant de demander le changement de la structure une deuxième fois et de reattendre ce laps de temps-là. Ça, c'est très important sur IPW. Mais une fois que vous êtes contente avec tout ce que vous avez fait dans IPW, vous pouvez cliquer sur Review, Change and Confirm, ce que je vais pas faire bien évidemment, et ça va demander, en fait, ça va envoyer une requête à l'équipe Curation qui va regarder, qui va modifier OrgDB, qui va voir si c'est légitime ou pas, et qui va échanger avec vous par la suite sur, euh, sur si c'est, enfin, quand les changements vont être opérés et si c'est bon ou pas, etc. Donc ça, c'est pour modifier la structure, mais vous pouvez également modifier votre profil en soi. Donc vous pouvez modifier le nom préféré. Par exemple, là, il n'y a pas d'accent.
tiens, je peux mettre un accent. Il y aura un changement qui va être opéré. Ensuite, le site, si le site est obsolète, on peut en mettre un autre. Pareil pour les adresses. Vous voyez les différentes adresses qui sont ici. Donc là, il y a différents campus. Mais si, voilà, si je veux en rajouter un ou en supprimer un, je peux très bien le faire aussi. Et ici, ce qui est très important, ce sont les clusters. Les clusters, j'en ai parlé au tout début avec l'ULB, avec l'université de Kingston, etc. C'est tous les synonymes en fait de votre université. Donc on voit ici tous les clusters, donc c'est tous les ensembles de documents qui sont signés Université Pierre et Marie Curie. En fait, ce qui veut dire Sorbonne. Mais donc là, à ce moment-là, vous pouvez revoir un cluster, donc Preview Cluster, et voir les documents qui sont rattachés à cette université Pierre et Marie Curie. Et ensuite, si par exemple le nom Université Pierre et Marie Curie réfère à une institution qui est totalement différente, vous pourrez directement supprimer ce cluster-là. De dire non, en fait, ça c'est pas sur mon profil, il y a des documents qui ne m'appartiennent pas. Donc ça, hop, je les enlève. Ou s'il y a quelques documents qui ne vous appartiennent pas, vous pourrez aussi supprimer du cluster ces documents-là. Et ça va créer voilà, une demande de changement en plus. Donc là, vous pouvez revoir vos clusters. Vous pouvez rajouter, voilà, mettre 200 résultats, etc. Il y en a beaucoup ici. Et là, ici, c'est tous les clusters, donc suggested cluster, document cluster que vous avez en troisième partie. C'est tous les clusters qui ne sont pas encore rattachés à votre institution. Donc ça, c'est pas mal aussi parce que ça permet de rajouter des documents à votre profil existant, si bien sûr ces documents vous appartiennent bien. Donc là, on a pu voir Sorbonne University, il n'a pas de ville, pas de pays. Si je regarde Review Cluster, et si c'est un document qui m'appartient, je peux Add Cluster to Profile, ici. Donc, au fur et à mesure, je peux rajouter mes clusters. Et à l'instar du changement de hiérarchie, c'est très important de faire en sorte de demander des modifications sur cette page, donc de retirer des clusters, changer de nom, ajouter des clusters, etc., en même temps. Comme ça, vous n'allez pas attendre 21 jours. Parce que c'est exactement la même logique. Ça va être bloqué, cet espace-là, pendant 21 jours, si, si vous n'avez pas, enfin, si vous avez envoyé, pardon, une requête. Donc, vous pouvez toujours sauvegarder pour plus tard et revenir dessus. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez bien tout demandé et vous envoyez tout d'un coup. Donc, assez parlé des profils de la Sorbonne. Je vais, non, je ne veux pas sauvegarder le brouillon. Je vais enlever les. Et la troisième partie, qui est Create Profile. Donc là, à ce moment-là, vous pourrez demander la création d'un profil. Euh, Déjà, vérifiez toujours si le profil n'est pas tout simplement, s'il n'est pas rattaché, s'il n'y a pas un laboratoire qui est rattaché à votre institution et qu'il y a des documents qui sont sur Scopus. Regardez d'abord s'ils ne sont pas dans Scopus, parce que la plupart du temps, c'est le cas. J'ai jamais eu d'interaction avec des documentalistes pour créer une affiliation. Mais si toutefois, il y a une affiliation à créer et que c'est justifié, vous pourrez directement mettre le nom, mettre le site en question, l'adresse, etc. Donc voilà, remplir tout simplement les différentes champs d'adresse pour pouvoir renseigner l'identité, entre guillemets, de cette affiliation, ajouter peut-être des noms alternatifs d'ores et déjà, donc Université de Libre de Bruxelles, ULB, des choses comme ça, et ensuite le soumettre directement à l'équipe qui va regarder ensuite et vous tenir au courant, comme sur l'IPW, etc. Donc voilà, pour l'Institution Profile Wizard, c'est tout ce que j'avais à dire. Et en général, c'est tout ce que j'avais à dire sur comment piloter votre institution, analyser et voilà, en gros, comprendre un profil institutionnel sur Scopus. Je vais rapidement vous donner quelques clés pour aller plus loin. Donc déjà, je fais un peu ma pub quand même. On a d'autres webinaires qui vont arriver. Donc pour les documentalistes et pour ceux qui analysent la recherche, les bibliomètres, etc., on va avoir une session qui va être sur les classements sur Scival. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur Scival, les données utilisées sur le classement THE, etc. Donc ça va être le 6 mars. Pour les chercheurs et chercheuses, on va avoir euh, un webinaire sur l'éthique et les publications scientifiques. Donc venez nombreux
si ça vous intéresse, ou n'hésitez pas à le diffuser directement dans vos universités. Et sur l'IA et la publication. Donc, c'est vraiment, voilà, on va faire un sur l'éthique sans forcément parler de l'IA et un avec l'IA. Ça sera peut-être en anglais à confirmer, mais, euh, mais voilà, et vous avez tous les webinaires passés, dont le webinaire sur les ODD de l'ONU. Donc, donc, voilà. Et je vais prendre les questions du coup au fur et à mesure. Donc, première question, comment est rendue visible la collaboration? Donc, la collaboration, c'est tout simplement le fait qu'il y ait plusieurs affiliations sur un document. Donc, à partir du moment où le document a été signé Sorbonne et INSERM, il va avoir lieu d'une collaboration, tout simplement. Et cette collaboration va être visible quand on va croiser en fait différents sets de documentation, de documents, pardon, et, euh, et regarder en fait les institutions qui sont ensemble. Est-ce que est-ce que ce sont les co-auteurs et leur affiliation? Euh, Ah oui, donc c'est la même personne, pardon, Madame Guillet, vous êtes la même personne qui a posé la première. Donc oui, exactement, ce sont les co-auteurs et leurs affiliations qui vont déterminer, euh, donc les affiliations sur le document qui va déterminer d'une collaboration. Ok, super. Madame Lafont, pouvons-nous communiquer directement avec l'équipe Curation? Alors, je ne sais, c'est une bonne question. Moi, ce que je fais, c'est que d'abord, communiquer vos questions, etc. Donc, si vous avez une problématique assez complexe, un changement massif d'informations ou autre, communiquez directement avec moi, avec votre Customer Success Manager directement. Et ensuite, nous, on pourra vous mettre en relation avec l'équipe Curation. Et s'il y a des questions, alors je ne sais pas trop par rapport à l'IPW, mais s'il y a peut-être des questions ou des choses qui doivent être vues avec vous, je pense qu'ils vous directement, ils vous enverront un message. Mais en tout cas, si vous avez certaines problématiques, nous, on peut faire aussi le pont pour vous aider, vous accompagner au mieux euh, sur, euh, sur les problématiques liées au changement de, de documents ou changement de nom ou autre concernant votre institution. Et je n'ai pas plus de questions. Je vais regarder rapidement le chat quand même. Euh, merci Jacques pour d'avoir mis le lien. Non, mais voilà, après, vous avez tous les liens. Donc, par rapport, je vais garder ces 2 dernières minutes pour vous expliquer, pour vous rappeler que tout ce qui est certificat de présence, ça va vous être envoyé par email par la suite. On va avoir un lien qui va pointer vers Researcher Academy, qui est la plateforme, et, euh, et qui va vous donner le support de présentation, les, euh, les liens utiles et l'enregistrement de cette présentation. Bien que tous les enregistrements aussi enfin, vous pouvez retrouver tous ces enregistrements, pardon, sur le hub de Elsevier France, qui sera en lien, bien sûr, sur la présentation. Et dernière chose, comme on parlait de la Sorbonne, on sera à la Sorbonne le 6 février pour cette journée, pendant la journée Newstunk, pour parler de l'IA générative et de l'impact qu'elle a sur la science et sur la société. Merci tout le monde et passez une excellente journée. Au revoir.